Est-ce que déjà tu savais ce que tu voulais faire toi ou pas? Non, mais j'ai toujours été très frustrée par les choix limités. Et après, j'ai un déclic vers l'âge de 19 ans. Je sors de l'école de commerce, je lance un premier business. Ça se passe pas très bien. Et mon papa a une très belle intelligence à ce moment-là. Il m'a dit, tu ne fuis pas, tu vas, tu t'excuses, t'assumes. Je vais toujours garder cette conscience en fait de j'ai une responsabilité, je dois payer des salaires. Et en fait, tu veux dupliquer ce que tu as appris, mais tu veux le redonner aux autres en fait. Je mets le cadre, je travaille énormément sur mes process, je vais faire en sorte que ça se passe bien. Et on est là pour comprendre, est-ce que mon entreprise est la bonne pour toi? Est-ce que toi, tu es la bonne personne pour mon entreprise? Salut Elif, tu vas bien? Je vais très bien Michel, merci. Ça va, super. Je suis très heureux de te recevoir sur mon podcast. Ça fait longtemps qu'on parle, ça fait longtemps que je te vois sur les réseaux. Et il y a quelque chose chez toi que j'aime bien, c'est que tu es joyeuse et tu inspires beaucoup. Et la première fois qu'on s'est parlé, le courant entre nous est très vite passé. Et en plus, tu m'avais montré que tu avais mon livre. Et ça m'avait vraiment touché parce que je me suis dit, bah tiens, même en Suisse, ils lisent mon livre. Non, c'est vrai. J'aime beaucoup lire les livres des gens que je vais rencontrer ou que je sais que je vais rencontrer. Je trouve que c'est une manière de connaître la personne et de s'intéresser aussi à cette personne, à son parcours. Et ça permet de créer déjà, d'avoir une entrevue de... Bien, c'est bien. Merci en tout cas pour ça. On va aujourd'hui, avant de parler de ce que tu fais dans la vie, du monde pro, moi j'aime bien sur mon podcast parler de ta vie à toi. Et juste en deux minutes, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Alors, je m'appelle Elif, j'ai 38 ans. Je suis d'origine kurde, j'habite en Suisse, mais je suis née en Turquie. Donc, mes parents, en fait, ont fui la Turquie lorsque j'avais 3 ans et ont demandé le statut de réfugié politique en Suisse. Donc, j'ai grandi en Suisse, côté francophone. Jusqu'à l'âge de 9-10 ans, j'étais dans un village très protégé, très calme, dans une vie très, très simple. Et vers l'âge de 9-10 ans, ma maman dit, ben voilà, dans ce village, ils n'auront pas d'avenir, il faut qu'ils aillent voir la grande ville, qu'ils aient différents modèles, différentes options, en fait. Donc, on rejoint la grande ville, entre guillemets, hein, ça reste la Suisse, mais voilà. Je te coupe. Et tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Mon père, mes 2 parents ont été les 2 déclassés à l'arrivée. Ce qui arrive souvent quand tu parles pas la langue. Mon père était comptable en Turquie, ma mère était infirmière. Donc, mon papa, ici, son premier travail, c'était... il travaillait dans des usines. Pas très longtemps, mais il a travaillé comme une dizaine d'années dans les usines. Et après, il a monté sa propre entreprise. Il est grossiste depuis plus de 20 ans. D'accord. Voilà. Et ma maman était aide-soignante durant des années. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est écrivain. Elle était traductrice également durant de nombreuses années. Donc, un changement de vie pour eux. Oui, tout à fait. Assez violent. Du jour au lendemain, tu dois fuir. C'est pas un choix, en fait. C'est pas eux qui ont choisi de partir, donc ils ont dû fuir. Et d'arriver en Suisse comme ça, ils ont dû tout reconstruire. Et toi, tu as des frères et sœurs ou pas? J'ai un grand frère. Ok, donc lui aussi dedans. Et ils vous ont fait venir dans un village. Et après, pour votre bien, ils vous ont fait aller dans une grande ville, quoi. C'est bien comme cheminement de penser à changer d'endroit pour ces enfants, pour qu'ils aient plus de vision, en fait. Oui, exactement. Et c'est très juste le mot vision. Je trouve que ma maman est vraiment très visionnaire. Pouvoir voir ça, se dire, voilà, l'environnement va influencer leurs choix. Il faut qu'ils aient d'autres possibilités. Rien que le fait qu'il y ait des écoles ou des universités à proximité va déterminer ton choix, hein, finalement. Oui, complètement. Si tes amis font l'Uni, tu vas vouloir faire l'Uni. S'ils font certains types de métiers, tu vas vouloir faire certains types de métiers. Donc, elle était déjà très consciente de ça. Et du coup, quand tu arrives dans cette grande ville, tu as quel âge? Tu m'as dit 9-10 ans? 9-10 ans. Et là, tu vas à l'école normalement. Et dans cette période-là, est-ce que déjà, tu savais ce que tu voulais faire, toi, ou pas? Non, mais j'ai toujours été très frustrée par les choix limités que j'avais. Je trouvais déjà... C'était quoi? Par quoi tu étais limitée? Alors, je trouvais que les modèles qu'on me présentait me correspondaient pas du tout. C'était physiquement pas attirant pour moi. Ça m'intéressait pas. C'est pas ce que je voulais, ni à l'école, ni dans le privé. Donc, tu as aussi un peu ces modèles dans le privé. Ça peut être les tantes, les cousines, etc. Moi, ça me parlait pas. C'est pas pour moi. On se ressemble sur ça. Voilà. C'est pas du rebelle, mais c'est j'aspire à faire autre chose. Exactement. C'est exactement ça. Ok.
Et du coup, tu fais tes écoles, donc tu obtiens ton bac. Alors en Suisse, ouais, c'est l'équivalent en fait, ce que tu fais ta scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 15-16 ans. À 15-16 ans, tu vas décider si tu te diriges plutôt sur un apprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage d'un métier. Après, tu as des filières plus moyennes, type école de commerce, qu'on va appeler école de commerce. Même à cet âge-là? Oui, mais c'est pas l'équivalent de l'école de commerce. Oui, mais quand même. Voilà. Mais c'est plutôt une future filière, on va dire, plutôt destinée au métier de bureau. À cet âge-là, où tu as ce qu'on appelle le gymnase, c'est la préparation à l'université et aux hautes écoles. Donc moi, au début, je suis assez pas très intéressée par l'école, mais j'ai toujours des bonnes notes. Donc j'ai la chance de quand même faire une filière, on va dire, moyenne. Et après, j'ai un déclic vers l'âge de 19 ans. Mais tu fais quoi comme filière, toi, du coup? Je fais école de commerce. Ok, ça m'étonne mais vraiment au niveau général, on va dire, très global. Et après, donc je sors de l'école de commerce, je lance un premier business. Ça se passe pas très bien. Et mon grand frère. C'était quoi le business? C'était une agence de marketing direct, en fait. C'était de la vente en porte-à-porte de contrats de téléphonie. J'avais une dizaine de vendeurs, j'avais 18-19 ans. Voilà. Et pendant 6 mois, on a travaillé. Ça s'est très bien passé, mais malheureusement, j'ai pas pu. Si tu veux, j'avais un mandat pour vendre des contrats de téléphonie. Et j'allais recevoir une commission sur les ventes par vente, exactement. Et puis on m'a jamais payé en fait les commissions. Je pense qu'ils avaient bien compris que j'avais pas les épaules très solides et que j'allais pas pouvoir me défendre, tu vois. Donc ils ont encaissé toutes les commissions. C'est affreux, quoi. Oui, mais bien sûr, a posteriori, tu remercies la vie de t'avoir dit certains. Mais oui, complètement. À ce moment-là, c'était un échec, surtout donc pour moi. Déjà à 19 ans, tu vas entreprendre. Oui, complètement. Donc tu finis ton école là et tu dis je veux entreprendre direct et tu vas pas dans le plus facile parce que c'est pas facile ça. Hein. La vente en porte-à-porte de contrats téléphoniques, surtout à l'époque. Et du coup, donc tu formes des gens à le faire. Et toi, j'imagine que tu vas faire du porte-à-porte aussi. Complètement. Donc, je suis dans le même bateau que tout le monde. Et ouais, donc c'est très bien par rapport au management après. Ouais. Mais du coup, tu fais ça. Et ça veut dire que tu avais déjà une sorte de tchatch à l'époque. Alors, c'est vrai, il y a eu un déclic dans ma tête. Je pense que c'est toujours... c'est drôle, mais j'ai l'impression que vers l'âge de 17 ans, il y a toujours quelque chose qui se passe. Toujours un moment où on te dit, voilà, ça c'est la voie, et toi tu veux quoi? Et moi c'était, je veux pas ça, je veux autre chose. En Suisse, rien que même le salaire en fait, hein, moi ça me parlait pas ces salaires-là. Moi je voulais quelque chose d'illimité, je voulais quelque chose, tu vois, de grand. Et ça a été une des premières opportunités. Et je l'ai saisi. La chose qui m'a rendu le plus triste, ça a vraiment été de pas pouvoir payer en fait les gens qui travaillaient avec moi. J'avais 18-19 ans, mais j'avais des pères de famille. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je vais toujours garder cette conscience, en fait, j'ai une responsabilité, je dois payer des salaires. Et c'est l'une des responsabilités les plus dures à porter quand tu embauches des gens. Il y en a qui n'en dorment pas la nuit. Hein, oui. Parce qu'ils n'arrivent pas à payer ou qui se payent même pas eux-mêmes, des fois, pour pouvoir payer leurs salariés. Tout à fait. Et ça, c'est un fléau et c'est très dur pour les entrepreneurs. Moi, je l'ai vécu, ça. Non, c'est très dur. C'est très dur. Puis j'imagine aussi que tu te sens tellement responsable, en fait. Tu te sens responsable, comme tu as dit, père de famille. Tu mets les enfants en difficulté, tu mets tout le monde en difficulté. Peut-être parce que... Et toi, tu culpabilises parce que tu dis, j'ai mal géré. J'ai mal géré et surtout, je pense que je n'étais pas consciente du jeu qu'il y avait autour de moi. D'accord. Moi, je partais du principe que si on m'avait promis 55 francs par contrat, on allait me donner 55 francs par contrat, tu vois. Donc, je n'ai pas du tout conscientisé ça. Et c'est vrai que mon papa a une très belle intelligence à ce moment-là. Je lui explique, je lui dis, écoute, voilà, on m'a pas payé, etc. Et il me donne quelques milliers de francs quand même à l'époque. C'est quand même un montant, voilà, pour dédommager les vendeurs. D'accord. Et je vais, et je suis très heureuse parce que mon père m'a dit ça, et c'est quelque chose que j'ai retenu. Il m'a dit, tu ne fuis pas, tu vas, tu donnes 200-300 francs, tu t'excuses. Voilà, c'est pas ma faute, t'assumes. Tu fuis pas. Et j'ai pas fui. Et je suis très heureuse de ça. Ils ont réagi comment? C'est vrai que la plupart ont pas mal réagi, forcément. Il y avait aussi le fait de dédommager en cash, tu vois, à ce moment-là, ça adoucit quand même la situation. Oui, je peux pas, j'ai trouvé une solution. Mais voilà, un minimum, je suis désolée, c'est pas à la hauteur de tes promesses. Enfin, à la hauteur de mes promesses. Ce qui était prévu. Exactement. Mais j'ai également pas été payée. Mais c'est vrai que j'ai même pas réussi à argumenter, en fait, à ce moment-là. J'étais même pas consciente du fait que j'avais vécu aussi une injustice. Pour moi, c'était juste, mais je les ai engagés, c'est ma faute. C'est tout, tu vois. T'as assumé, j'ai assumé 100%. Ouais, quoi. et ça m'a pas quitté. Et c'est bien, parce que première expérience, tu connais le dur.
Ça commence Comme par ça, là. ça commence par là, parce qu'il y en a eu d'autres, j'imagine. Oui, par là. Et du coup, donc, tu arrêtes ça. Et tu fais quoi après? Tu abandonnes l'entrepreneuriat ou pas? Alors, j'avais un grand frère qui était très, très bienveillant avec moi. Ok. Et il me dit, écoute, tu vois, tu veux réussir. La vraie réussite, à l'époque, c'est ce qu'on pensait, c'est que tu dois faire des belles études. Okay. Donc, lui avait commencé justement HEC. Il m'a dit, voilà, t'es pas trop nul en maths. Bien, fais des études. Hein, tu verras, ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Donc, à ce moment-là, je me dirige dans une carrière académique plutôt, okay. En faisant des études de commerce. Et du coup, tu fais tes études et là, tu apprends des choses quand même, tu rencontres du monde. Je rencontre du monde, pas forcément. Moi, tu vois, mon grand frère était aussi très entrepreneur dans l'ADN. Okay. On a monté une boîte de nettoyage auto. Très entrepreneur dans l'ADN. Ouais, un peu dans l'ADN, pas dans l'argent, mais je veux dire un petit peu ce côté. Pardon. Très entrepreneur quand même. Donc, on reprend une franchise de nettoyage auto. Ok. Donc, c'est une franchise parisienne d'ailleurs, okay. De nettoyage auto dans les centres commerciaux. Donc, on ouvre ça. C'est vraiment lui qui prend le lead là-dessus, mais je le soutiens vraiment. Donc, en fait, je fais des études et en même temps, à côté, on renforce cette structure. Toujours dans le concret quand même. Très. Ok. Très. C'est quelque chose qui va, je pense, c'est peut-être même un peu, quand on me demande, voilà, mais qu'est-ce qui a fait ton succès? J'ai vraiment les deux. J'ai ce côté très dur, street, simple, et ce côté très académique, grandes études, okay. Qui me permet un petit peu de faire tout en même temps et d'apprendre en même Exactement. temps que tu agis. Exactement. Tu perds pas de temps, quoi. Non, généralement pas. Donc, tu prends cette affaire avec ton frère. Donc, lui, il en gère, allez, on va dire 80%. Toi, tu lui apportes de l'aide et ça fonctionne? Ça fonctionne. Ok. En réalité, en Suisse, je ne sais pas si tu connais un petit peu les magasins en Suisse, mais on a un contrat de développement avec les magasins Coop. Okay. Coop, c'est la plus grande chaîne d'agroalimentaire en Suisse. C'est l'équivalent de Carrefour en Suisse. Et on a un contrat avec eux de développement. Donc, en fait, ils nous imposent un rythme de développement parce qu'ils veulent rajouter ce service à leur panel de services dans les centres commerciaux. Et ils nous disent, voilà, chaque année, vous devez ouvrir tant et tant de centres commerciaux. Et nous, on n'a pas forcément les moyens. On n'a pas aussi le plus dur, c'est vu que c'est plusieurs petites filiales, c'est de renforcer les équipes sur place, tu vois, pour se dire, là, c'est solide, je peux aller ailleurs. Donc, on en a ouvert 5-6. Et après, le développement était beaucoup plus dur. Et donc, ça marche, mais c'est par manque de moyens, en fait, et d'organisation et d'expérience. Même aussi, ça va peut-être trop vite, quoi. Ça va beaucoup trop vite, oui. Tout à fait. Et du coup, comment ça finit ? Alors, si ça finit ? Oui, moi, mon frère me dit, écoute, toi, tu te concentres sur tes études. De toute façon, voilà, j'étais plus... pour lui, c'était clair que je devais vraiment étudier, intégrer une grande entreprise, etc. Il te préserve, quoi. Il me préserve quand même. Et lui dit, bon, voilà, je vais essayer de limiter les pots cassés parce que tu sais, tu payes des pénalités quand tu sors de ce genre de contrat. Donc, mon père, à ce moment-là, qui est grossiste, prend mon frère rejoint l'entreprise de mon père. Et avec l'entreprise et les liquidités, ils remboursent Coop. Et puis, en fait, ils essaient de vendre une ou deux structures à des privés. Vous êtes très solidaires dans la famille, non ? Entre vous ? Oui. C'est bien, c'est beau, c'est tellement rare. Oui. Enfin, moi, dans ma famille, c'est comme ça, mais c'est la première fois depuis très longtemps que je vois papa est là, il aide, le frère, il est là aussi, il aide, toi, tu aides ton frère et tout. Oui. Ça aide quand même de savoir qu'il y a des gens à qui tu peux compter et faire confiance. Oui, alors moi, je l'ai toujours vu. Tu vois, j'ai jamais conscientisé la confiance, mais j'ai conscientisé la notion de clan. Tu vois, de me dire c'est mon clan, c'est ma famille, c'est mon équipe, je dois les défendre. En fait, moi, la seule chose qui me ferait bouger, c'est si je le fais pour mon clan. Pour moi-même, je n'irai pas très loin finalement. Donc en fait, et on pourra le voir, ça c'est encore, ça a encore été dupliqué dans ma vie de famille avec mon mari, parce que eux ils sont 7 frères et sœurs, lui c'est l'aîné de la famille, et j'ai complètement répliqué ça après dans ma vie de femme mariée, on va dire, la même notion. Je suis nourrie par ça. C'est le clan, quoi. Oui, je bouge pour la famille. On touche pas au clan. Pas forcément dans cette notion-là, tu vois. Mais... C'est pas dans la notion parrain tu vois. Mais c'est vrai que quand tu as une famille, quand tu as des gens que tu aimes... On grandit ensemble, en fait. C'est la notion même de toutes les publications que tu fais sur les réseaux, sur le management. Donc tu dupliques ça même avec tes équipes. Oui, c'est ça. Ils sont proches de moi. Les gens que je vois au quotidien, je décide de qui je vois au quotidien. Et les personnes que j'intègre dans ce quotidien, pour moi, valent la peine que je me lève le matin, valent la peine que je défende leurs intérêts. Et, voilà. Et toi, du coup, tu finis tes études tranquille, du coup ? Plutôt tranquille, on va dire. C'est très... Entre guillemets, tranquille, c'est-à-dire papa et le frère, ils gèrent les problématiques et toi, tu gères tes études. Tu as quand même responsabilité de
finir tes études et de réussir. Complètement. Ça, c'était vraiment, il y avait vraiment cette notion-là. Parce que mon frère, malheureusement, aux derniers examens, rate son diplôme, alors que ça fait des années on fait exactement les mêmes études. Moi, je passe. Et à ce moment, je travaille toujours avec mon père aussi, toutes les vacances, le soir, tu connais. Je développe aussi, tu vois, les clients, etc. pour l'entreprise de mon père. Et c'est vrai qu'à la sortie de mes études, je me marie. Donc, chez nous, tu changes d'équipe, tu vois. Quand tu te maries, la femme passe ailleurs. Il y a un autre clan. Transfert. Il y a un autre clan, exactement. Ok. Et du coup, là, à ce moment-là, tu te dis, je veux quand même devenir entrepreneuse ou pas? Alors, en réalité, j'avais conscientisé quelque chose à la suite de mon échec dans l'entrepreneuriat. Je me disais, voilà, je vais rejoindre la meilleure école. Et après, je vais travailler environ 10 ans dans une structure, une grande structure, où je vais apprendre le professionnalisme, je vais apprendre à défendre mes intérêts, je vais apprendre à travailler à un niveau supérieur de responsabilité. Donc, je travaille 7 ans dans la gestion de risques liés au marché financier. Donc, je fais du trading, du hedging de devises étrangères. Donc, je suis spécialisée là-dedans. Je travaille pendant 7 ans là-dedans. Et j'ai toujours cette envie. L'entrepreneuriat me pique toujours pour diverses raisons, mais c'est une manière de voir le monde. Les parents, le frère, le clan est entrepreneur, en fait. Tu peux rien y faire. Tu reviens toujours à ça, quoi. Exactement. Je te comprends totalement. Exactement. Moi, je gérais des très gros montants. Ok. Et c'est vrai qu'à un moment, tu te prends un petit peu au jeu, tu gères des gros montants, tu te dis, je suis importante. Et en fait, non, finalement, tu gères les montants de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que par rapport à ça, mon mari qui a un kebab à ce moment-là, c'est une blague toujours excellent entre nous, mais il me dit, oui, d'accord, parce que à ce moment-là, j'avais un portefeuille en gestion de plus d'1 milliard de dollars équivalents de devises. C'est très gros, c'est des gros deals, c'est vraiment des gros montants. Et il me dit, ouais, mais tu peux gérer des milliards, mais moi, avec mon kebab, je gagne plus que toi à la fin du mois. Puis c'est vrai. Et il me dit, mais tu vois, la valeur, elle est pas là, tu vois. Et ça, c'est une chose, tu sais, quand tu es jeune et que tu as cet exemple de réussite financière. On a tous la même, nous, qui venons des familles simples. Oui. Tu dis, bon, la richesse, c'est un hôtel 5 étoiles, c'est de belles vacances, c'est une belle maison. C'est un bon. Et en fait, tu sais pas exactement quel montant il te faut pour réaliser ça. T'as raison. Moi, je pensais pendant très longtemps que la richesse c'était avoir la plus belle des voitures, la plus belle des maisons. En fait, ce qui est représentatif de la richesse, mais c'est vrai en termes d'argent. Tu sais pas. Tu sais pas si c'est 500 000 euros ou 5 millions d'euros ou 5 milliards. Oui. C'est exactement ça. Tu sais pas combien il faut pour ça. Et en fait, moi, je travaille, je gère ces gros portefeuilles. Mais j'ai pas assez pour voyager en première. J'ai pas assez pour avoir la grosse maison. Oui, tu as un salaire tous les mois et peut-être des coms sur ce que tu faisais. Exactement. Mais c'est pas ça. Mais c'était pas l'argent que tu gérais. Non. En plus. Non, exactement. Et en fait, on te vend un petit peu, tu vois, on te tient par la vanité un petit peu de, t'as un rôle, t'es trader, t'es analyste, t'es senior analyste, etc. Oui. En plus, tu vas avoir des félicitations quand tu réussis des gros coups. Exactement. T'es mise en avant et tout. Exactement. Et tu fais quelque chose, en fait, qui est uniquement disponible pour les gens qui ont une identité, une étiquette type HEC, type, tu vois. Donc, il y a aussi ce côté-là. Tu dis, mais en fait, tout le monde ne peut pas. J'appartiens à une catégorie de personnes. Exactement. Exactement. Okay. Exactement. Et ça, j'ai voulu complètement le casser après. Et en plus, et là, toi, tu te maries avec quelqu'un qui a un kebab et qui, lui, en fait, te dit, ouais, c'est bien ce que tu fais, c'est excellent quand même. Mais moi, je gagne plus ma vie que toi. Oui. Et dans un métier les plus simples, quoi. Oui, exactement. Okay. Exactement. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce qu'il me disait, mais tu vois, tu donnes tout ton temps là, mais si tu donnais rien que le temps, rien qu'on ouvre d'autres restaurants, on fait d'autres choses, tu vas gagner beaucoup plus. En plus, Et moi, j'étais prête à ça, tu vois. J'attendais juste un moment faire ce switch, en fait. Ouais. Exactement. Le point de bascule arrive comme pratiquement pour toutes les mères. C'est au moment de l'arrivée de tes enfants. Okay. J'ai 2 garçons en bas âge. Je travaille énormément. Puis je me dis, mais j'ai pas le temps, je peux pas tout faire, tu vois. Donc après, je me retire. Je prends un peu de temps pour moi, mais j'enchaîne très vite après avec le reste. Et c'est quoi le premier truc que tu fais après? Donc toi, tu as 2 enfants. Oui. Que tu as eu rapprochés. Oui, exactement. 8 et 9 ans, c'est ça. Et donc, du coup, là, quand tu les as, tu as ton rôle de maman, mais tu travailles toujours au truc de trading, là, c'est ça? Donc, et c'est des métiers prenants, j'imagine. Oui. Où tu n'as pas de life, en fait.
T'as pas de vie et en plus, enfin surtout c'est parce que c'est tellement intéressant. Donc pour moi intellectuellement c'était un challenge énorme. J'étais uniquement avec des personnes qui étaient très très intelligentes. Ok. Donc j'ai toujours eu cette fascination pour les maths, pour ce monde-là aussi. Donc intellectuellement c'était un très gros challenge et c'était super pour moi. J'ai beaucoup aimé ça. Par contre la problématique c'est que c'était loin de chez moi. Ok. Je faisais plus de 2-3 heures de trajet, tu vois, pour la Suisse, c'est énorme. Si tu traverses la moitié du pays en 1 heure, donc tu vois, c'est pas un trajet qui est commun en fait au quotidien en Suisse. Donc il y a ce problème-là. Tu perds énormément de temps. J'ai mes enfants, mon premier garçon naît. Je me dis mais s'il a une fièvre, je suis à plus d'1 heure. Tu vois, c'était vite. Et là, tu prends la décision d'arrêter ? Oui. Ça devait être dur c'était dur ou pas ? J'ai eu la chance d'avoir un manager très compréhensif. Ok. Il m'a dit écoute, tu prends ton temps, si tu veux faire 1 ou 2 jours en home office, alors que là on parle des années 2015, tu vois. Donc c'était pas aussi commun que ça, on va dire, sur un poste à responsabilité en tout cas. Donc il me dit écoute, tu prends ton temps, tu décideras, tu fais 3 jours ici, enfin 2 jours ici, 2 jours à la maison, et après tu décides, tu me dis. Et puis je lui ai dit écoute, non, moi il faut que je parte, Nicolas, enfin je veux pas. Et il m'a dit mais il est malin, lui, c'est rare les managers comme ça, même si ça fait pas si longtemps que ça quand même, mais qui veut te garder en fait. Alors oui, j'avais quelque part. Oui, c'est vrai. J'ai eu de la chance, mais après c'est vrai que je faisais du bon travail aussi. J'étais très impliquée et ils le savaient. Il perdait un vrai atout là. Je pense qu'ils m'ont remplacé quand même après. Ils avaient une très bonne équipe, mais ouais, effectivement, il a dit tu corresponds complètement. Ça fait des années que tu es là, tu es dans l'ADN du front office. Si tu veux rester, tu restes. Si tu veux partir, c'est toi qui prends la décision. Lui avait eu un enfant aussi à peu près en même moment, et sa femme était face à la même problématique dans son emploi. Donc, il comprenait totalement. Ouais, complètement. Et là, tu prends la décision de t'arrêter. Oui. Tu fais quoi ? Tu respires un peu ? Je respire pas du tout. Moi, j'ai jamais arrêté. Moi, j'étais enceinte, j'arrêtais pas, tu vois. Donc, non, l'immobilier, ça a été le premier tremplin. Ok. Mon mari et moi, donc, on a les restaurants, ça marche bien, mais on sait que c'est pas sur le long terme. Mon mari voulait se retirer de la restauration. D'accord. C'est des métiers très prenants, très usants. Oui. Donc, il me dit. Et des fois un peu ingrats même. Également, je peux pas me plaindre parce que ça a été. En termes de charge de travail. Complètement. Tu vois, des fois, tu vas gagner de l'argent, mais ce que tu y mets en termes de travail. En fait, tu vois, les kebabs dans le monde des Kurdes, des Turcs, c'est très connu. Moi, je dois avoir la moitié de ma famille qui a forcément possédé à un moment un kebab. Ok. Donc, je dénigre pas du tout, mais je pense que ça te coûte plus que ce que ça te rapporte si tu réfléchis pas sur le long terme, si tu sais pas investir, si tu n'as pas un plan de sortie. La problématique, c'est que tu es 7 jours sur 7 dans un restaurant. Très souvent, pour limiter les coûts, tu vas engager ta femme. Donc, tu travailles en couple. Tes enfants sont complètement délaissés. Moi, j'ai énormément de cousins et cousines qui ont grandi sur des banquettes de restaurants, tu vois. Okay. Et c'est quelque chose que je voulais pas pour ma famille. Et mon mari était très intelligent par rapport à ça. Il me disait, écoute, non, tu participes pas à l'opérationnel. L'administratif, oui, mais l'opérationnel, non. Si tu gères les enfants... Vraiment un vrai travail de complémentarité. Oui, très. L'immobilier a été une porte de sortie, ce que je te disais avant. Ça a été vraiment le premier tremplin. Mon mari me dit, je veux pas faire la restauration toute ma vie. Viens l'IMO. Tu vois, l'IMO, c'est quelque chose que tout le monde sait, tu vois. Sur 3 générations, tout le monde dit la pierre. Puis on commence comme ça. Et après, on grandit petit à petit. Concentré sur l'immobilier. Oui. Après, le mari, il arrête les restaurants, du coup on a vendu le dernier restaurant. On a vendu les 2 restaurants il y a quelques mois. Ok, d'accord. Donc là, ça devait être quelque chose, non ? Très content. Très content, mais aussi une fin d'une période un peu... Parce que ton mari, il faisait ça avant que tu le connaisses ou pas ? Écoute, quand on s'est rencontrés, c'était clair pour lui que vers l'âge de 40 ans, il voulait plus faire ça. Ok. Donc pour lui, en réalité, beaucoup nous demandent sentimentalement, écoute, non. Non, c'était le moment... ça a fait son temps. Ça a fait son temps, il en souffrait plus que... Tu vois, donc pour nous, pouvoir le remettre à quelqu'un... on est très content parce qu'on a pu le remettre à quelqu'un qui a travaillé avec lui pendant plus de 10 ans. Ok, donc qui pouvait pas se le permettre, on lui a exactement. C'est beau ça. Ouais, non, vraiment. C'est pour ça que ton mari, il a l'air gentil, hein. Il est très gentil. Ok. Et du coup, immobilier à fond. Immobilier, ouais, complètement. Puis c'est petit à petit. On donc commence par immobilier en Suisse. En Suisse. Ok. Tout à fait. Donc en fait, dans ma région, on commence par une vente aux enchères. On achète un petit appartement, on va le rénover, on va le revendre. Tu gagnes énormément et tu comprends, tu vois, le potentiel en fait de l'immobilier, c'est juste énorme. Après, on investit cet argent dans une surface commerciale. On fait ce qu'on appelle un changement d'affectation. Donc, on y construit des appartements. Et ça te donne la possibilité de réévaluer la surface.
D'accord. Et quand tu réévalues, tu peux reprendre une hypothèque dessus. Donc, Ok. c'est beaucoup d'argent et grâce à ça, tu investis. Et petit à petit, on fait grandir le portefeuille comme ça, jusqu'au moment où on arrive à complètement se retirer parce qu'il y a assez d'actifs pour compenser. Donc tu te mets à fond dans l'immobilier, mais je suppose, te connaissant un petit peu, que ça devient monotone. Alors l'immobilier au début, oui, effectivement, parce que tu vois, je connais pas forcément, il n'y a pas énormément au début. Et puis surtout, cette notion de réussir en équipe. Ok. Dans l'immobilier, tu es quand même très isolé. C'est un business, au début, surtout comme le business que moi je fais, c'est acheter des immeubles, rénover, louer. Ok. Donc on est assez solitaire, mon mari et moi. Tu vois, on coordonne les artisans, etc. pour la rénovation, mais on est quand même assez seuls. C'est pas vraiment un travail d'équipe encore. Et je voulais plus cette notion-là, vraiment, tu vois, d'entreprise avec une équipe à monter, etc. Ce que j'avais essayé de faire à 18-19 ans, tu vois. Et là, je m'inscris sur un site Business Broker. Donc, c'est une entreprise qui vend des fonds de commerce. Ok. Et je rachète une agence d'intérim, en fait, dans le bâtiment. Ok. Il y a à peu près 4 ans. Voilà, je rachète une première agence et après, j'en achète plusieurs et je les fusionne. Et c'est comme ça qu'on développe après la structure intérim. Et ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Donc, du coup, toi, tu es spécialisé dans le bâtiment? Bâtiment et industrie, exactement. Et tu crées beaucoup d'emplois? Vraiment, j'ai eu de la chance, oui. Je suis très heureuse parce que, tu vois, quand on place... aujourd'hui, on a un peu plus entre 150, à peu près 150 personnes en moyenne au quotidien à travailler pour l'agence. On est content. Tu as fait grandir ton clan. C'est un peu ça. C'est ça? Exactement. En fait, tu veux dupliquer ce que on t'a appris, mais tu veux le redonner aux autres, en fait, un petit peu. Parce que ouvrir une agence d'intérim, oui, on gagne des sous et tout, mais il y a quand même beaucoup d'humains. Il y a énormément Tu sors beaucoup, peut-être des gens de la merde, un peu. Des fois, ils n'ont pas de travail et tout. En tout cas, l'intérim, moi, de ce que j'ai connu, c'était... Il y a pas de solution de stabilité. Je vais dans une agence d'intérim et ça va me trouver des missions. Et des fois, ces missions-là, ça m'apporte la stabilité, trouver un contrat. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. En tout cas, moi, c'est comme ça quand je faisais beaucoup d'intérim, mais il y a longtemps. Mais du coup, tu permets à des gens de changer de vie, quand même. Oui, vraiment. Et c'est ce que, justement, sur les 150 personnes, je pense qu'il y a près de la moitié qui est issue du chômage. Ok, donc, nous, on travaille très intensément sur les bases de données de l'Office du chômage. D'accord. C'est notre équivalent de France Travail ou Pôle emploi ici? Pôle emploi, exactement. Pôle emploi, ouais. Les gens qui touchent des indemnités, exactement. Donc oui, c'est très beau. Il y a énormément d'étrangers aussi. Okay. Donc ce sont des personnes qui ne parlent pas forcément la langue. Donc ils ont aussi tout ce process de... Intégration. Exactement. Ouais, c'est bien, bravo en tout cas. Merci. Et aujourd'hui, ça tourne toujours? Oui, complètement. Et tu en as qu'une ou te connaissant, tu en as déjà plus, non? Alors on en a 3 qu'on a fusionnés. Quand tu dis on, c'est qui? J'en ai 3, mais voilà. Je parle au on parce que c'est ce que je t'ai dit. Pour moi, je fais les choses compris. C'est pour ça que j'ai dit ça. Exactement. Donc 3, donc du coup, tu as dupliqué? Oui. Ça fait 150, 150, 150 ou c'est 150 en tout? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai racheté une entreprise qui en faisait à peu près 70. Ok. Après, j'ai racheté une autre société que je suis venu fusionner à la mienne. Pour l'instant, ça a fait sens. Moi, tu vois, dans mon projet de développement, j'ai cette envie de renforcer de manière organique la structure existante. Parce que grandir, c'est se poser aussi les bonnes questions, tu vois, pour moi. Et en même temps, je fais de l'acquisition externe. Donc, je fais en sorte que les process en interne marchent très bien pour qu'on vende plus aux mêmes clients. Ok. Tu vois, et qu'on acquiert, qu'on aille acquérir de nouveaux clients. Au maximum. Exactement. Et en plus, je viens chaque année prendre 1 ou 2 petites agences et venir les brancher à ma structure existante. Tu fais en sorte qu'en interne, ça fonctionne comme il faut, autant avec les salariés qu'avec le client. Oui. Et après, tu dupliques ce process avec un autre client ou une autre agence. Exactement. Que tu rachètes. Okay. Exactement. Ça, c'est une bonne leçon, ça. Ouais, parce que si tu grandis, et tu mets jamais de process, tu vas couler, quoi. En fait, le problème de l'intérim, si tu veux, c'est un domaine qui existe depuis une trentaine d'années en Suisse. Okay. Et les grands acteurs, c'est une solution assez récente. Okay. Mais les grandes entreprises, tu vois, qu'on connaît, les Randstad, Adecco, Manpower, ils ont déjà pris 90% du marché. Donc, si tu veux grandir que de manière organique,
c'est très dur. Il y a une très grosse concurrence, tu vas que baisser tes marges en fait. Tu vois. Il faut vraiment avoir une stratégie de positionnement claire. Tu vois, dans un marché qui est sec. Un peu haut de gamme, ce genre de choses, quoi. Alors tu peux te positionner, mais finalement, tu vois, les gens sont rationnels. Hein. Tu me donnes un maçon, l'autre me donne un maçon. Pourquoi je devrais payer plus cher pour toi? Enfin, ça va peut-être se jouer à la rapidité pour trouver ce genre de choses, non? Proximité, rapidité. Ouais, c'est ça. Ouais. J'en ai besoin pour dans le lendemain Exactement. ou dans une heure. Ok, pas de souci. Exactement. Et c'est la confiance aussi. Tu vois, je pense que la vente suppose que on te fasse déjà à la base confiance. Donc j'essaie de créer cette relation de confiance en étant à proximité, en se voyant régulièrement, tu vois, en créant cette proximité. Et une fois qu'on a la confiance, et tu as une responsabilité aussi de. Il ne faut pas que tu envoies n'importe qui. Complètement. Donc, oui, donc c'est un travail aussi en interne qui doit être de recrutement qui doit être difficile aussi. Oui, alors on est sélectif, on est créatif aussi. Okay. Parce que de plus en plus, tu vois, les métiers du bâtiment, par exemple, ou les métiers plutôt techniques, sont des métiers qui sont boudés par les nouvelles générations. C'est vrai. Donc ce sont des métiers plutôt durs. De plus en plus. C'est vrai, ça, t'as raison. Il y a ce point-là qui est compliqué aussi. Il y a un grand travail de revalorisation à faire dans les métiers du bâtiment. C'est un gros challenge, on le sait. Donc, dans un marché qui est sec, il faut être... Tu vois, on a deux clients, finalement. On a le client candidat et le client qui va proposer la mission. Donc, on essaye vraiment d'ouvrir les bras, tu vois, aux deux et d'avoir une stratégie adaptée d'acquisition. Les deux, quoi. Complètement. Donc, ça va être peut-être le côté salaire et le nombre de missions qu'on va lui donner sur le mois, et l'autre, c'est la qualité de la mission, quoi. Exactement. Ouais, c'est chaud, hein. Mais tu as bien cerné la problématique, c'est exactement ça. Il faut pouvoir proposer des solutions, il faut que le candidat te fasse confiance. C'est une masterclass en recrutement, en fait, il y a beaucoup... que tu dois apprendre en rapide, quoi. Parce que toi, à la base, t'es pas issu du recrutement. Non, à la base, je suis pas issu du recrutement, non. Et tout ce monde-là, donc t'apprends sur le tas, quoi. Oui, j'apprends sur le tas et tu vois, pour moi, j'ai certains mantras, tu vois, dans ma tête ou certaines règles. Je me dis, je préfère toujours apprendre de quelqu'un qui a fait fortune dans le domaine que quelqu'un qui a étudié ce domaine-là. Donc, ça, t'as complètement raison. C'est ce que je fais et j'observe. C'est aussi l'avantage de faire de l'acquisition, c'est que tu rencontres des directeurs, des propriétaires d'agences qui existent depuis plusieurs années, qui sont solides, et tu leur demandes, voilà, c'est quoi ta vision, quel a été ton facteur de succès, et j'écoute beaucoup, tu vois. Ce que tu dis, je l'ai fait exactement la même chose, mais dans le monde du secourisme. D'accord. Parce que moi, j'ai été secouriste pendant longtemps, et j'avais des formateurs, quand ils me formaient à certaines choses, je leur disais, mais j'arrive pas à... Vous allez m'apprendre les techniques, oui, mais moi, je veux celui qui a sauvé le plus de vies ici, c'est qui? C'est exactement ça. Je veux lui, parce que lui, il va m'apprendre tout le côté stress, gestion de risque, quand il y a un problème, s'il y a 50 personnes en même temps. Enfin, voilà, ouais. J'étais plus attiré par ça. C'est exactement ça. Que celui qui est là, oui, donc il faut faire comme ça. C'est une règle de vie. C'est une règle de vie. J'avais adoré un livre, je crois que c'était Schopenhauer qui l'avait écrit. Il dit, si ça marche en théorie, mais que ça marche pas en pratique, c'est que la théorie est fausse. C'est la pratique qui dit la vérité. Mais toi, tu dois être quelqu'un qui... Je pense qu'on doit se ressembler. On est un peu des impulsifs. En gros... J'ai une idée, je la mets tout de suite en pratique. Oui, tester face à la réalité. Ouais, tester face à la réalité. Et si ça fonctionne, c'est bon. Si ça fonctionne pas, je vais réadapter peut-être, mais je vais pas aller me renseigner 150 ans avant. Mais c'est ça. T'es qui pour avoir un avis? Tu testes et tu verras. Et c'est vrai que moi, ça, j'ai mis du temps à le mettre en place, mais maintenant, je suis trop impulsif. J'ai une idée, c'est tout de suite. Et les gens qui travaillent autour de moi, ils pètent un câble à cause de ça parce que ils sont même pas au courant des fois que je suis en train de lancer quelque chose et ils l'apprennent en même temps que le client. Et c'est vrai, c'était Steve Jobs qui avait dit, moi ça m'avait marqué l'expérience client. Tu vois que, en fait, on est toujours concentré sur ce que nous on aimerait faire ou vendre ou créer comme produit, mais on n'est jamais concentré sur ce que le client veut, en fait. Et il parlait de son premier téléphone qui n'avait pas fonctionné, ou l'ordinateur, je ne me rappelle plus. Parce que moi, c'est rare que je m'inspire des autres. Je me documente pas trop. J'étais tombé sur une vidéo et il dit, on s'est renseigné sur ce que les gens voulaient, et c'est là où on a cartonné. C'est exactement ça. C'est ce que tu fais, toi, dans tes boîtes d'intérim. C'est exactement ça. On essaie de se poser la question de quoi a besoin le candidat, de quoi a besoin le client. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment avoir l'humilité
Oui. Se dire que tu ne sais pas et que tu es là pour découvrir et que tu vas t'améliorer en essayant de t'améliorer. C'est tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est ceux qui réussissent, c'est ceux qui cherchent à comprendre. Exactement. À comprendre. Moi, hier, j'étais dans le métro. Et moi, je cherche toujours une idée pour devenir, pas riche, mais je veux m'enrichir. Et je sais que le point commun qu'on a tous, c'est d'avoir un téléphone dans la main, tout le temps. Et moi, je viens de Montpellier, et c'est très rare que je prends les transports en commun. Et là, j'étais dans le métro, et comme tout gars du Sud qui n'est pas de Paris, tu regardes les gens, tu vois. Et tu vois que personne ne te regarde. Et le seul truc qu'ils regardent, eux, c'est leur téléphone. Et tout le monde. Alors, j'ai fait une statistique sur toute une rame. Il n'y en avait qu'une personne qui était avec un livre. D'où elle sort cette personne? Et tout le monde était sur son téléphone comme ça. Et dans ma tête, je me dis, mais en fait, les gens, ils ont juste besoin qu'on leur mette quelque chose sur le téléphone. Et si tu arrives à trouver le truc qui fait la différence et qui te donne, je sais pas, une bêtise, 1 euro. Déjà, rien que dans la rame là, j'avais 1 000 euros. Et c'est ça, en fait, l'expérience client. C'est de savoir qu'est-ce que les gens pourraient avoir besoin, en fait. C'est encore pire que ça. C'est que je pense que les gens ne savent pas vraiment de quoi ils ont besoin. Okay. C'est de créer l'envie, de vendre avec l'émotion, attirer les gens sur ce qu'ils pensent qu'ils ont besoin. Je pense que c'est encore plus puissant que ça, en fait. C'est de créer un besoin. Ça, c'est les plus forts, ceux qui arrivent, ça. C'est ce qu'ils font, eux, c'est ceux qui font la différence avec les autres. Exactement. Tu montes tes boîtes d'intérim. Là, tu es dans l'immobilier. Tu as d'autres projets? Projet, non. Développer l'immobilier, oui, c'est un projet. Oui, ça s'arrête jamais, de toute façon. Ça s'arrête jamais. On grandit de palier en palier. Tu vois, au début, on faisait de l'acquisition. Toujours qu'en Suisse? En Suisse, dans le canton de Berne, au centre de la Suisse. Mais jamais tu décides de sortir peut-être de la Suisse? Non, je connais bien la Suisse. J'ai encore énormément de choses à faire. Peut-être pas besoin en réalité de sortir, quoi. Non, moi, je suis très focus. Tu vois, j'aime bien avoir une vie simple. Ok. Donc, j'ai tout à 10 km à peu près de où je suis. Que ce soit l'intérim. Tu vois, quand on te demande, ouais, mais ton focus, il est où? Mon focus, c'est ma région. D'accord. Donc, je peux. Il y a pas forcément énormément. Je cherche pas forcément les synergies, mais à proximité. Je veux pas perdre de temps dans les trajets. Donc, j'ai des chantiers très souvent à suivre. Donc, il faut que les choses soient à proximité. Tu veux garder une sorte de stabilité aussi professionnelle, mais aussi familiale. Tout à fait. Voilà. C'est exactement ça. Voir tes enfants, tu peux, quoi. J'ai compris. Si je dois me déplacer, je me déplace. Et puis, tout est à proximité. Donc, on monte en palier, en fait, dans l'IMO. Au début, on faisait, tu vois, de l'achat. Enfin, on a fait qu'un achat-vente, mais en général, on fait plutôt du locatif. Okay. Là, on fait une promotion, une grosse promotion. Donc, de plus en plus, on monte, en fait. Tu vois, avant, c'était un petit immeuble, les gros immeubles, de plus en plus gros. Maintenant, c'est une grande promotion qu'on va faire. Et ton mari est toujours avec toi? Oui, alors il a vendu les restos justement pour pouvoir me rejoindre parce que j'avais besoin de quelqu'un pour gérer les chantiers. Ok. Puis j'ai l'intérim, j'ai une équipe. Parce donc, que c'est beau, c'est très beau. Hein. Il y a une période, c'est toi qui l'aidais avec les kebabs. Et aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui s'est rangé de ton côté pour t'aider. Oui, tout à fait. C'est beau. Hein. Ça veut dire que ça tourne en fait entre vous et vous pouvez compter l'un sur l'autre, quoi. Exactement. C'est un bel exemple. Hein. Je te remercie et je t'assure que des fois, et c'est ce qu'on disait au début, tu as envie de te lever aussi pour l'autre. Oui, tu vois? Oui. C'est que tu le fais pour toi une fois, 2 fois, mais l'égoïsme, moi, je pense que c'est un moteur, tu vois, ça dure pas long, quoi. Une fois que ça dure pas long. Ça dure pas long. Donc, le fait de... Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, quand tu choisis, il y a 3 décisions, on me disait toujours, 3 décisions fondamentales dans ta vie. C'est le lieu où tu vas habiter, le métier que tu vas faire, et surtout la personne avec laquelle tu vas te marier. Ça va définir énormément dans ta vie. Et le fait de choisir quelqu'un pour lequel tu as énormément de respect, sur les valeurs humaines, sur qui il est, ça te donne aussi cette envie de... Ça devient ta famille, tu vois, donc... Oui. Tu as envie de te... Tu te lèves le matin pour... Tu te lèves le matin. Il fait partie des personnes, des raisons... Franchement, c'est ça. Pendant plus de 10 ans, parce qu'il m'avait dit, moi, à 40 ans, je veux arrêter les restaurants, parce que lui, il travaille depuis l'âge de 5 ans dans la restauration. Okay, ouais. Il a vécu le côté avec les parents, tout ça. Très, très dur. Okay. Tu vois, il a une enfance très, très dure. Il n'a pas eu d'enfance, en fait. Donc, moi, j'avais ce côté-là pendant 10 ans de me dire, il faut que je fasse en sorte qu'à 40 ans, il puisse se retirer, qu'il puisse faire autre chose. Et peut-être un papa... comment on appelle ça il doit gâter les enfants. Oui, non il est très gentil. Il doit faire à fond avec les enfants, quoi. C'est exactement ça. Pas de pression sur les enfants. Il fait que rigoler. Comme mon père. Mon père, il a eu une enfance très difficile, bossé très tôt et il a fait tout le contraire, en fait, avec mon frère et moi, quoi.
Ouais, donc c'est beau ce que tu racontes. Ça fait du bien d'entendre un peu de positif dans ce monde de fou quand même. et pourtant, tout ça, ça t'empêche pas d'entreprendre, de gagner bien ta vie, d'avoir des salariés, de connaître des moments peut-être difficiles. Enfin, c'est comme quoi, il n'y a pas que des stories malheureuses dans la vie, quoi. Ah non, moi je suis très positive. Non, moi je pense qu'il y a Bon, après, je pense que des fois, il y a des galères et toi, avec ton tempérament, tu dois gérer quand même. Ça fait partie, en fait. Si tu veux, moi, il y a une notion que j'ai intégrée très tôt, c'est tu as la responsabilité. Okay. Alors, je peux déléguer des tâches, je peux pas déléguer la responsabilité. La responsabilité fait partie de mon identité. J'ai des salariés, j'ai des entreprises, il y a plusieurs choses, il y a aussi un hôtel, donc il y a plusieurs choses. Et cette responsabilité-là, en fait, si tu veux, elle est transformationnelle dans ta tête. C'est que tu te dis, je dois faire en sorte que ça se passe bien, je dois garantir d'être juste et de donner les bonnes conditions à chaque personne. Et c'est un moteur dans la vie, ça. Et donc aujourd'hui, une vie remplie de responsabilités. Oui. Ouais, c'est plus que d'argent. J'aime bien parler de responsabilité parce que c'est ce qui fait aussi que tu te lèves le matin. Bien sûr. Voilà, tu as le côté familial, mais il y a le côté responsable. Et toi, tu considères qu'aujourd'hui, tu es une entrepreneuse et aguerrie, forte, responsable. Et est-ce que aujourd'hui, d'être une femme, ça t'a déjà mis en difficulté par rapport à ce que tu pourrais vivre tous les jours dans ce monde-là? Je le vois pas comme ça. Tu vois, on me pose la question souvent, mais t'es une femme dans un métier d'homme, c'est le bâtiment. Moi, je vais souvent sur les chantiers. Tu vois, je peux pas voir le monde autrement que en travers mon identité, en fait. Hein. Donc, je sais pas ce que c'est que d'être un homme. Ok. Et j'imagine qu'il y a certaines difficultés et certains avantages. Moi, je joue dans ma catégorie avec les avantages que j'ai, avec les difficultés que j'ai. Moi, je suis d'origine kurde, j'habite en Suisse, en plus je travaille dans la région alémanique. Hein. Donc moi, le français, je l'utilise très très peu. Donc je suis quand même, tu vois, complètement... j'ai toujours été un petit peu dans un champ où j'avais pas forcément l'avantage au départ, tu vois. Exactement. Donc ça, c'est une grande force, c'est que moi, je me définis pas par rapport à ça. J'ai repris une entreprise dont 99% pour parler français de France, où les clients étaient germanophones, parlent tous allemand. Je reprends une boîte, mes clients parlent allemand. Tu vois ? Chaud. Ouais. Tu te dis, et en plus, c'est une région très terroir, tu vois, au mieux, là, ils sont pas très, tu vois, pas très muslim friendly, on va dire. Toi, t'arrives avec ta bonne tête j'arrive aussi. quand même, je dis, mais c'est pas un problème. Mais en fait, si tu penses que c'est un problème, ça va devenir un problème. Moi, je travaille sur mon professionnalisme. Je pense que les gens, quand tu es professionnel et quand tu délivres, quand tu es sérieuse, quand tu es là, quand tu as de la force, quand tu es établi, c'est ça qu'ils voient en fait. Donc il y en a quelques-uns. J'aimerais beaucoup voir les personnes, tu vois, qui sont vraiment à la hauteur des saletés qu'ils pensent. Ça n'existe pas. Ils le cachent tous en fait. Donc ce qu'ils pensent dans le privé, moi ça m'intéresse pas. Mais je sais que moi j'ai acheté qu'à des Suisses, tu vois, dans ma vie. J'ai dû acheter une quinzaine d'immeubles que des Suisses. Les 3 entreprises que des Suisses. Comme ma mère faisait du business, parce que chez moi, c'est ma mère, la businesswoman. Ouais. C'est d'elle que je me suis inspiré et tout. Elle a dit, moi, je m'en fous de ta tête, ta couleur, ta religion, tout. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans ta poche. C'est aussi simple que ça. Tu vois, j'ai dit professionnalisme. Certains vont dire les moyens que tu as. D'autres vont dire, tu vois, le pouvoir que tu dégages, parce que tu as des entreprises, c'est un truc, donc ils ont du respect pour ça. Ok. Ouais, il n'y a pas de barrière, quoi. J'y vais. Ça veut pas, il y en a un autre. C'est ça. Donc les barrières, elles viennent de ton côté, elles viennent de personne d'autre. Il y a 1 million de manières de faire fortune. Enfin, tu vois, je pense comme ça. Donc, c'est quoi aujourd'hui pour toi un conseil que tu pourrais donner à... pas qu'aux femmes, mais aux hommes, parce que moi, tu m'apprends, là, j'apprends beaucoup de choses et j'aime pas ce truc. Parce que tu sais, sur les réseaux, ça me fatigue. Il y a beaucoup de femmes qui font des choses pour les entrepreneurs, mais femmes. Imagine un homme qui fait quelque chose, il parle d'entrepreneuriat, mais que pour les hommes. Non, moi par exemple aujourd'hui, j'avais appris énormément de choses de toi et je ne capte même pas femme ou pas femme en fait. Je vois juste une personne qui réussit mieux que moi dans l'entrepreneuriat, dans ton domaine, et qui je m'inspire. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui veulent entreprendre pour entreprendre? Est-ce que tu as des conseils, des choses à leur expliquer? Pour entreprendre? Ouais, pour y aller, quoi. Très facile. Faut entreprendre. Ok. Moi, si tu veux,
Et ça, c'est une notion, je vois, les personnes réfléchissent énormément à ça. Et j'adorais cette phrase qui disait « Les gens créent des problèmes lorsqu'ils sont assis et les résolvent lorsqu'ils se lèvent. » C'est-à-dire lorsqu'ils sont en mouvement, en action. C'est dans l'action que tu vas trouver l'information. Et moi, est-ce que je savais que je voulais réussir. Est-ce que tu m'aurais dit, mais l'intérim, l'immobilier? Je dis, non, je sais pas. Moi, peut-être ça aurait été du trading, ça aurait été autre chose. Mais je voulais réussir et ça, c'était non négociable. Et c'est là-dedans, en fait, que je m'inscris, tu vois. C'est dans ce projet de vie. Je vais réussir. Je fais pas ce que j'ai envie. Je fais ce qui est nécessaire. Ça a toujours été ça a toujours été mon mantra et c'est la raison pour laquelle j'ai des résultats que certains n'ont pas. Parce que pour moi, c'était ça qui était non négociable. Il y a des choses que j'aime beaucoup faire que je délègue. Mais ce qui est nécessaire, je le fais et je le garde. Je délègue pas mes responsabilités, c'est ce que je t'avais dit avant. Je délègue pas mon pouvoir non plus. Pouvoir de décision, pouvoir, tu vois, dans l'acquisition des projets que j'ai, des entreprises que j'ai, je ne délègue pas cette décision-là, par exemple. Est-ce que j'aime beaucoup faire ça? C'est très important ce que tu dis. Je pense que c'est, tu vois, ça peut sauver des business, ça. Bien sûr. L'association avec d'autres personnes. En fait, de croire que souvent, en fait, dans le monde du business, et peut-être pour les plus jeunes, hein, même si on n'est pas trop vieux, quand même, faut pas abuser. Merci. On a toujours cette sensation qu'en fait, qu'on peut partager une décision. Or que, par exemple, moi, aujourd'hui, je ne sais que je ne peux m'associer avec personne. Je ne peux pas. Parce que ce qu'il y a dans ma tête, il n'y a que moi qui arrive à le comprendre. Exactement. Tu vois, donc quand je vais prendre la décision, par exemple, de faire quelque chose, je ne peux pas l'expliquer vraiment à quelqu'un d'autre et qui soit dans le même état d'esprit que moi. Il va l'accepter, il va le comprendre un peu, mais il ne pourra pas le vivre. Et souvent, c'est ça qui crée les plus grandes problématiques dans le monde du travail. Les gens qui se séparent, les gens qui s'associent, enfin ce genre de choses. Et ce que tu dis, c'est super important. Ton pouvoir décisionnaire, ce que tu as envie de faire, en fait, tu n'as pas envie que quelqu'un te dise « Ah non, tu ne peux pas faire ça, il faut faire comme ça, en gros. » C'est exactement ça. Si tu décides pas... Alors déjà, il y a la notion de... Tu sais, il y a une théorie qui dit « the wisdom of crowds ». C'est-à-dire que partir du principe que mettre beaucoup de personnes sur un sujet et leur demander de prendre une décision, le fait qu'ils soient plusieurs à prendre cette décision va faire en sorte que ça soit une décision plus optimale que la décision qu'on aurait prise, toi ou moi, de notre côté. De notre côté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gens sont pas... Déjà, on n'est pas bien programmés pour prendre des bonnes décisions. Ça marche pas. Déjà, la seule notion de... On sait qu'on prend des décisions sur nos émotions et pas sur le rationnel. Donc, tu vois, j'ai vu hier une Patek Philippe à 130 000 et le vendeur me disait « Mais je comprends pas. » J'ai dit « Mais c'est du platine. » Il fait « Non, c'est de l'acier. » Je dis « C'est irrationnel. » Ben oui, c'est irrationnel. Enfin, on est dans un monde irrationnel. Si tu l'as pas compris, qu'on fonctionne par des émotions, tu vois, c'est que déjà, tu n'as pas compris le jeu qui est en train de jouer autour de toi. Donc, la décision, non. C'est ma décision, c'est ma responsabilité. Je prendrai en charge les gains et les bénéfices. Je ferai en sorte que ça se passe bien. Mais oui, c'est mon jeu. Et les personnes qui me rejoignent le savent. Et c'est ce qu'ils veulent aussi, tu vois. Donc, moi, je suis sur le bateau avec eux. Je suis pas quelqu'un qui reste à quai. De décider toute seule, c'est aussi, tu partages pas ta responsabilité. C'est-à-dire que j'assume aussi le fait que ça peut ne pas marcher. Bien sûr. Bien sûr. Que tu as fait déjà à 19 ans. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Et ça, c'est un grand problème de beaucoup de managers. C'est se dire, ah, mais c'est la faute de... Moi, je ne dis jamais c'est la faute de... Ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Ah oui. On a fait faux. Moi, et j'en prends la responsabilité. Quand j'ai fait ma première entreprise, grosse entreprise, d'ailleurs ma seule grosse entreprise, parce que j'en veux plus, moi, de grosses, avec beaucoup de monde et tout. Et j'avais entre 30 et 50 salariés. Je les ai tous mis au chômage parce que j'ai fait faillite. Il m'a fallu du temps, enfin 1 an, pour comprendre en fait que c'était de ma faute. Et que c'était pas... Alors, je disais pas que c'était de leur faute. Mais pour moi, c'était pas ma faute, en fait. Moi, à cette époque, je pensais que j'étais le plus beau, le meilleur, etc. Et c'est après, je dis, non, mais si, c'est ma faute. Peut-être qu'il y avait des incompétents dedans, peut-être qu'il y avait des gens qui faisaient pas bien leur travail et tout, mais c'est moi qui ai recruté. Exactement. C'est moi qui les ai peut-être pas formés. C'est moi qui ai peut-être pas partagé mes idées. Qui n'ai pas contrôlé. Contrôlé. C'est moi qui ai fait peut-être trop confiance. C'est moi qui ai pas instauré un bon climat. C'est moi qui ai peut-être pas donné l'envie de bosser avec moi. Voilà, enfin, je me suis remis en question et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, mais attends, je peux pas partager cette responsabilité avec eux. Moi, je leur payais un salaire et pour effectuer une mission, mais pas pour prendre ma responsabilité. Donc, si moi, j'étais pas amené à leur donner tous les moyens pour effectuer cette mission
ou que je leur apportais tous les moyens et qu'ils ne faisaient pas la mission comme il faut, c'était à moi d'agir. C'était pas à eux de prendre une décision quelle que soit. Tout à fait. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Hein. C'est pour ça que je recrute plus maintenant. Non, je vois les choses différemment. Et c'est pour ça que je donne des conseils. Moi, j'ai commencé par le management sur les réseaux. Beaucoup de gens me disent « Ouais, tu prends trop la défense des salariés et tout. » Je fais « Bon, oui, déjà, parce qu'on a le droit quand même de prendre la défense des salariés. C'est pas parce que tu es un entrepreneur que tu es un méchant avec les salariés. » Parce qu'il y en a beaucoup, ça, sur les réseaux. J'ai dit « Non, moi, je protège pas les salariés. Parce que le salarié, lui, il sait ce qu'il a à faire. Moi, je protège les entrepreneurs. Parce que plus tu vas être un entrepreneur qui gère bien ses salariés, ben moins tu auras de problèmes à dormir le soir. Et le truc, c'est que toi, tu en parles aussi beaucoup de management, et souvent, tu dois recevoir des commentaires en te disant « Ouais, mais c'est pas la réalité du terrain et tout. » Mais tu as beaucoup de gens qui se cachent derrière ça, en fait, qui ne prennent pas conscience que le management, ça peut tuer une entreprise si c'est mal fait. Oh, tout à fait. Le management, ça tue énormément d'entreprises. Un mauvais management, ça peut... Mais ça commence par ce que tu disais. Pouvoir de décision, c'est le tien. Partage de responsabilités, tu peux pas. Parce que j'ai des exemples bien précis. Quand vous venez dans mon entreprise, il faut que vous vous sentiez comme dans votre entreprise. C'est impossible de dire ça à un salarié. Ça n'existe pas. Être une famille, oui, sur le papier, mais c'est non, pas son réalité, entreprise. Tu peux pas. Et je pense que c'est très important d'être très clair là-dessus, parce qu'il y a aussi un gros problème, c'est on avance des notions. Tu as le management bienveillant, être positif dans la parentalité, c'est la même chose. Et en fait, intégrer ces discours par cœur, sans te poser la question de est-ce que ça correspond exactement à la réalité déjà, oui, de ton entreprise et de ce que toi tu véhicules comme valeur, c'est très dissonant. Et quand tu es dissonant dans ton discours, les gens le remarquent immédiatement. Ah, bah ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que moi, par exemple, dans le recrutement, quand je prends quelqu'un, par exemple en vente, je dis très clairement, moi, mon entreprise n'est pas parfaite. Il n'y a aucune entreprise qui est parfaite. Je ne suis pas toujours disponible, je ne suis pas spécialement maternelle, j'attends des gens qui s'entraident et qui se débrouillent. Si ça te convient, tu vois, pas comme ça, mais je mets le cadre. Et je leur dis, je mets le cadre, je travaille énormément sur mes process, vous allez grandir avec moi, je mets tout en place pour que si vous faites partie de l'aventure, si tu corresponds au véhicule, tu vois, et si mon véhicule te correspond, on va faire un bout de chemin ensemble, je vais faire en sorte que si ça s'inscrit dans ton projet de vie, dans ton projet de carrière, je vais faire en sorte que ça se passe bien, voici ce qu'on est, et on est là pour comprendre, est-ce que mon entreprise est la bonne pour toi, est-ce que toi, tu es la bonne personne pour mon entreprise, pour notre entreprise, notre équipe. Et mon ego, et ils le savent, et je pense que c'est la raison pour laquelle ça marche, tu vois, ils savent que mon ego, il est au service de mon projet. Oui. Et ce projet va faire en sorte que ça marche bien pour toi, ça marche bien pour tout le monde. Et je ne suis pas là pour me desservir. Tu partages, entre guillemets, le butin, quoi. Exactement. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que je puisse compter sur toi. Exactement. Et que tu puisses compter sur moi. Exactement. Et leur dire, dès que tu as un problème, alors je suis très accessible, je ne suis pas très disponible, et ils le savent. Et je suis claire par rapport à ça. Je leur dis pas, tu m'appelles n'importe quand. Je dis non, le soir, si tu veux pas que je t'appelle, tout le monde a une vie privée, par exemple, hein, c'est un des exemples que je donne. Le soir, on s'appelle pas si c'est pas important urgent, quoi. Oui. Et c'est pas. C'est vrai que le management, c'est un des plus gros fléaux en France, en tout cas, sur des problématiques, mais tellement bêtes en plus. Mais oui. J'ai une personne dans mon entourage qui vit un management qui est salarié, qui vit un des managements toxiques, mais les plus nuls au monde, en fait. Par exemple, elle est obligée de demander pour aller faire une pause. Elle a besoin d'une autorisation pour aller aux toilettes. Mais en fait, les managers sont très mal choisis dans les entreprises. Hein. Ah oui. Le gros problème, c'est qu'il y a deux choses. C'est tu sais, la théorie la personne monte hiérarchiquement jusqu'à son niveau d'incompétence. C'est-à-dire que là où tu vas t'arrêter, tu es déjà incompétent. Donc, tu as déjà un problème avec le choix du manager. Et deuxièmement, les managers, généralement, le choix du manager, c'est toujours très politique. C'est toujours un peu les relations que tu as à gauche, à droite, tu vois, enfin, plutôt en haut, etc. Alors que le meilleur manager, c'est jamais celui qui veut devenir manager. Le meilleur manager, c'est celui qui, par la force des choses, a été exactement celui qu'on écoute naturellement. En fait, c'est celui qui, par le besoin de l'équipe,
à émerger. C'est l'équipe qui décide, c'est pas en haut. C'est la responsabilité qui décide. C'est la tâche qui décide qui est le meilleur manager. Donc, si tu es la meilleure personne pour ce poste-là, c'est à ce moment-là que tu dois devenir manager. Peut-être que tu l'es pas. C'est pas parce que tu parles plus fort que les autres que tu as plus raison. C'est pas parce que tu vois que tu veux plus et que tu le montres plus que tu es forcément la bonne personne. Il faut avoir l'humilité de choisir plus fort dans le domaine. Mais bien sûr. Bien sûr, le management, c'est complètement une autre compétence que... C'est celui qui rassemble. Bien sûr. C'est celui qui rassemble. C'est celui qui inspire aussi. Qui inspire. C'est très naturel. Quand tu observes une équipe, le manager, on n'écoute pas assez les équipes pour ça. Oui. Par exemple, dans les équipes aujourd'hui, c'est très égoïste comme management. C'est-à-dire, tu as des directions qui mettent un manager. Ça se trouve, ce manager-là, il n'a même peut-être pas envie d'être manager. Et il doit gérer une équipe qu'il ne connaît peut-être même pas. Et du jour au lendemain, on lui donne des objectifs qui sont incroyablement irréalisables. J'ai du mal avec ce mot. À chaque fois, il me fait bugger. J'ai 3-4 mots comme ça. Et du coup, il met ça sur l'équipe. L'équipe n'en peut plus. Du coup, ça crée un bordel. Et or que si on demandait aux équipes qu'est-ce que vous avez besoin comme manager, alors, ce serait énorme. Alors, ce serait c'est très utopique, je pense. Tu vois, je pense que la réalité du terrain va faire en sorte que jusqu'à un certain niveau, après un niveau, tu vois, c'est celui qui émerge. Oui. Si tu demandes tu penses que c'est qui le meilleur manager, ce serait qui la meilleure personne pour... C'est ce qu'on disait au début, demander à tout le monde son avis, t'es sûr que t'as la pire décision. Tu prends la décision, mais tu observes en fait. C'est juste ça, il faut juste observer la dynamique de l'équipe. T'as dit un mot qui est super important, qui n'existe pas trop dans le management, observer. Oui. Pourtant, c'est la base. Ça nécessite que les directions observent ce qui se passe en bas. Exactement. Wow. Alors, tu en demandes beaucoup. Le problème, c'est ça, c'est quand tu as une distance hiérarchique et tu vois, il faut être la réalité du terrain, il faut pouvoir sentir un petit peu quelles sont les dynamiques, qui dans l'équipe a un peu ce liant, tu vois, cette sauce un petit peu qui va faire en sorte que tout le monde s'entende bien, que tire tout le monde vers le haut, celui qui est aussi un peu plus, tu vois, qui apporte cette énergie, en fait. Il y a des personnes qui apportent de l'énergie à l'équipe, il y a des personnes qui la tirent vers le bas. C'est pas forcément le meilleur vendeur qui est le meilleur manager, c'est pas le pire non plus. Il y a pas vraiment de, c'est très, tu sais, les dynamiques humaines, c'est très. Tu es une entrepreneur de ouf quand même. Non, je te le dis. Tu dégages quelque chose, tu es super charismatique. Tu sais de quoi tu parles. Tu sais t'entourer. C'est ce qui est un des meilleures qualités d'un leader. Hein. Savoir s'entourer de personnes meilleures que soi dans une compétence. Bien sûr. C'est quand que je te vois dans des conférences pour parler à des milliers de personnes pour leur expliquer comment on fait, ou en tout cas pour les aider? Tu sais, je sais pas si je dois le dire. Je crois juste que je dois être visible. Je pense que le mérite, en fait, d'un modèle, et avec toute l'humilité, hein, je parle pas du rôle modèle, c'est ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des milliers de modèles, il y a des milliers de chablons, en fait. Il faut juste qu'ils existent. Et je pense que j'ai juste le mérite d'exister, tu vois. Juste le mérite de dire, on peut faire autrement. T'es pas forcément obligé d'être carriériste. T'es pas forcément obligé d'être femme au foyer. Okay. Tu peux être plusieurs choses. Il y a énormément de nuances, tu vois, dans le panel de vie possible, en fait. Donc, je veux juste déjà ça, tu vois, déjà pouvoir dire, et j'ai beaucoup de copains qui ont des filles, des garçons qui disent, je veux faire comme Elif. C'est très bien. C'est juste ce que je veux. C'est-à-dire, il y a tu veux inspirer. Inspirer juste pour, en tout cas, c'est bien de casser les codes. Inspirer. Ouais. Moi, quand j'ai commencé sur les réseaux, je voulais même pas inspirer. Je savais même pas ce que ça voulait dire, inspirer quelqu'un d'autre. Et c'est au bout de quelques mois que j'ai compris que ce que je disais, ça changeait la vie de certaines personnes. Moi, je reçois 600 messages par jour, à 1000, à travers tous mes réseaux. Et je reçois souvent des messages, grâce à toi, j'ai changé de job. Magnifique. Et maintenant, je suis plus heureux. Bon, je gagne moins, mais au moins, je vois mes enfants. Tu vois, et quand je vois ça, je me dis, merde, quand même, putain. Ouais. Si je fais juste des publications et des vidéos, et je change la vie de gens. Je montre ça à ma mère, elle pleure. Le gars toujours émotionnel. T'as vu, regarde son fils qui fait. C'est bon maintenant. Mais et du coup, c'est ça à quoi tu aspires, toi. Je pense que c'est aussi l'envie. Et tu vois, c'est une volonté de ma part d'être aussi là, tu vois. Oui. Donc je pense que, tu vois, parfois tu fais des choix, tu sais pas exactement où ça va te mener, mais tu sais que c'est à peu près la bonne direction. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que tu as pris la décision de le faire, mais allez. Parce que j'ai envie de le faire. Et je pense que si j'ai envie de le faire, c'est que je peux le faire. Et si je peux le faire, je dois le faire. Je pense que moi, à mon potentiel maximum, c'est celui qui va apporter le plus
d'effets bénéfiques autour, en fait. Okay. C'est-à-dire que ne pas être à ton plein potentiel, ça n'a d'avantage pour personne. Personne. Okay. Plus je gagne, plus je peux distribuer, plus je peux proposer des solutions. Moi, ça a toujours été, tu vois, un de mes moteurs, c'était de me dire, il y a quelqu'un qui vient me demander un travail. Ah, mon mari, tu vois, mon mari parle pas la langue, tu peux lui trouver un travail. Écoute, viens, fais ça. C'est pas grave, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est pas grave. J'ai proposé une solution. Tu vois ce que je veux dire ? Une solution, il y a toujours une réponse. C'est tellement enrichissant, c'est tellement nourrissant, tu vois, dans une vie. Je trouve que c'est très beau, tu vois. Après, vous êtes des bienveillants quand même. Hein. Après, tu vois, tu peux peindre la vie de la manière dont tu veux. Je pense que, tu vois, il y a des personnes qui vivent dans le passé, des personnes qui vivent dans le présent, certains dans le futur, certains dans la négativité, certains dans la positivité. Ce que je sais, c'est que tout ça, c'est l'imagination. Tout le monde s'est créé son monde. D'accord ? C'est ce que je pense. Moi, je me crée un monde où je pense que tu es bienveillant envers moi, tu es bienveillant envers moi. Si je te permets pas plus que ça, si je sais poser des limites, tu vois. Ok. Et c'est cette réalité-là. Je viens de la Turquie. Je suis d'origine kurde. Des conditions de vie terribles. Je vais le voir, je le connais, je le constate. On a des problèmes de luxe en Europe. Okay. On a des problèmes de luxe quand même, en Suisse. Oui. Je parle pas pour la France, tu vois, mais moi, je parle de la Suisse. Ça reste quand même, tu vois, une utopie sur Terre. Où ton pire des cas en Suisse, c'est le meilleur des cas pour un Indien. Hein. C'est-à-dire que tu as quand même une maison, tu as de quoi manger, tu vois, tu pars même en vacances pratiquement, tu vois, petites vacances, camping, mais tu peux le faire. Donc, je trouve quand même qu'on a un très grand avantage et je reconnais juste que je suis très, très, très avantagée et que je dois juste en être consciente. Donc, et le temps d'être conscient, toi, tu décides en plus de repartager. Je fais en sorte que cette aventure... À ta manière, mais tu repartages. Oui, je donne pas, si tu veux, c'est ce qu'un ami disait toujours, donne pas le poisson, donne la canne à pêche. C'est ce que j'essaie de faire, tu vois. Je vais pas te donner de l'argent, mais je peux te donner un travail. Je peux te donner un appartement, tu vois, si tu n'as pas les moyens d'avoir beaucoup plus et puis que tu as un peu, voilà, pas le dossier parfait, tu me demandes si je peux, si je vois qu'il y a un peu, si je peux faire quelque chose, je le fais. C'est tout. Mais j'attends rien. C'est quoi, qu'est-ce que tu dirais à la Elif dans 10 ans ? Je vis pour elle, tu vois, de plus en plus. C'est quelque chose qui m'inspire de plus en plus. C'est que je pense, et on en avait parlé juste avant que le micro s'enclenche, tu vois, pense à la fin. Okay. Et tu fais ce qu'on appelle du rétro-engineering, c'est-à-dire qu'est-ce que veut Elif dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quelles seront les valeurs et quelles seront les choses importantes pour elle, quelles seront ses priorités, et construis de plus en plus en fonction de ça. Donc au début, quand tu es jeune, ce que tu veux, c'est du pouvoir, enfin c'est de l'argent très souvent, hein, donc tu as un peu ce game de l'argent, après tu as le game de l'influence, c'est ce qu'on est en train de faire toi et moi, toi à ton grand niveau et moi sur LinkedIn, tu vois, d'essayer d'en parler, d'essayer d'avoir une influence. Et de plus en plus, il y a d'autres jeux qui vont arriver, il y a d'autres envies, il y a d'autres, tu vois, d'autres médailles, en fait, que tu essaies d'aller accumuler. Je pense que dans 10 ans, je voudrais déjà avoir été une mère présente pour mes enfants. C'est très, très important pour moi. Je crois que c'est le plus important. C'est le plus important. J'ai 2 priorités. Et ça, c'est la première priorité, c'est d'être là pour les gens que j'aime, passer du temps avec eux. Donc, de plus en plus, en tout cas, me permettre de passer du temps avec eux. Et de prendre de plus en plus soin aussi de mon corps, parce que la santé physique et mentale, c'est très important. Donc, j'essaie de construire en fonction de ces 2 priorités. Donc, j'espère que l'Elif dans 10 ans sera... Alors, j'espère être un jour, dans 10 ans, à la même date, pour qu'on vérifie si tu as pu réussir tout ça. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. Merci pour tout, merci pour ta présence et merci pour tout ce que tu as dit, parce que je pense que ça va aider beaucoup les personnes qui écoutent. Merci beaucoup. Merci à toi, Michel. Ça m'a fait très plaisir.